You're ghosting us, motherfucker. I don't care who you are back in the world. You give up position one more time, I'll bleed you real quiet and leave you here. Got that? Happy Halloween, ladies. Watch out for that first step, it's a doozy. Huh? Huh? I fucking love that guy! When I am gone, you will have never been. How do you get this information? Just comes to you. This stuff just flies through the air. They send this information out, and it's just beamed out all over the fucking place. You all have to do is know how to grab it. See on how to grab it. For me to go, no other place for dying slow. So I'll be killing time, just killing time. So I'll be killing time in the blue shadow. I'll be around the world, I'll take credit for the things I've done. But when the lights are dim, I'm not the one. Knock, knock. You know, poker's a real interesting game. Especially when you've got all the best cards. Next time I'm right in your nuts, pal, you know what I mean? Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Second Couteau, le podcast des acteurs et des actrices de premier plan. Jim Carrey est tendu. Sur la scène, face à lui, Robert De Niro, avec la pire coupe de cheveux imaginable, sortant tout droit du tournage de Rocky Bullwinkle, une adaptation assez naze, il faut le dire, d'un dessin animé pour Baby Boomer, très connu, à l'orée des années 2000, lui offre une sorte de coupe de cheveux proche de celle des Peaky Blinders, mais près de 15 ans avant la série. Et accompagné par Martin Scorsese, c'est la larme à l'œil qu'ils amènent un Oscar d'honneur à Elia Kazan. Elia Kazan, fébrile, très âgé, on est à peu près 5 ans avant sa mort, s'avance et remercie du fond du cœur, sous un tonnerre d'applaudissements, toute l'Académie des Oscars. Sous un tonnerre d'applaudissements, à quelques exceptions. Et Jim Carrey, hélas, est près de l'une d'elles. La caméra tourne sur cette audience avec des hommages dithyrambiques de tout le monde. Même Warren Beatty, qui est connu pour avoir tourné Reds, potentiellement un film un peu à tendance gauchiste, voire qui remet en valeur tous les pourvoyers du macartisme, et applaudit. Lui et beaucoup d'autres. Mais il y en a quelques-uns qui refusent. Nick Nolte, pas encore complètement bourré, refuse de se lever et refuse d'applaudir. Martin Scorsese lui fera payer d'après la rumeur, à cette heure, il a toujours refusé de discuter avec lui. Et dans l'assemblée, la caméra finit par se tourner vers un homme, assis juste à côté de Jim Carrey, qui lui reste assis, mais voilà, Carrey tente d'applaudir quand même, un peu le cul entre deux chaises, entre l'ambiance générale, après tout il est canadien, qu'est-ce qu'il en affiche, et ses voisins. Il y a un couple, le premier vous le connaissez, Ed Harris, les yeux bleus acier, il tente partager entre colère et dignité de ne pas trop en faire, mais il n'applaudit pas. Et à côté, un petit bout de femme, au premier plan caméra, les bras croisés, l'air sérieusement énervé, c'est sa femme, c'est Amy Madigan. Et elle, ainsi que son mari, ainsi que Nick Nolte, ainsi que sûrement d'autres qui n'ont pas été mis en plan par la caméra de l'époque, refusent de se lever pour une simple et bonne raison, c'est que Elia Kazan est connu pour avoir dénoncé tous ses petits copains durant le macartisme. Avait-il le choix ? La question morale nous échappe jusqu'à ce jour, puisqu'il est toujours difficile de juger quelqu'un sur des actes qui ont eu bien des années avant. Toutefois, il avait bien dit dans une interview qu'il, si c'était à refaire, il le referait. Tirez-en toutes les conclusions que vous voulez. Elle, en tout cas, Amy Madigan, et son mari, a fait son choix. Pas comme Jim Carrey, qui essaye, hélas, le pauvre, le cul entre deux chaises, de faire plaisir à ses petits voisins, et en même temps d'aller dans le sens du vent, dira-t-on. Même s'ils ne se sont jamais avancés sur les raisons exactes qui les ont poussés à refuser d'applaudir Elia Kazan, il est évident que pour des raisons, c'est probablement la moralité qui les a poussés à rester assis et ne pas applaudir. Dans le cas d'Amy Madigan, c'est peut-être un peu différent. Il faut dire que, né en 1950, son père était un grand journaliste
qui a travaillé notamment à Newsweek, dont le travail consistait en général à interviewer de grandes personnalités politiques. Il a interviewé Nixon, il a interviewé certains présidents, ainsi que des secrétaires d'État. Donc son travail l'a encouragé très tôt, a probablement inculqué un sens moral et politique à sa fille. Du moins, c'est une théorie qu'on peut avancer puisqu'elle ne s'est jamais vraiment exprimée là-dessus. Comme je disais, y a-t-il eu après effet de bord ou leur carrière ont un peu pâti? C'est vrai que si vous regardez un peu ce qui est arrivé les films qu'a fait Ed Harris et Ali McGuigan par la suite, il n'y a pas eu énormément de choses. Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a eu un blacklisting, ça serait un peu fort du café. Mais c'est sûr que quand vous passez à la caméra des Oscars pour un Oscar d'honneur et que vous croisez les bras en ayant l'air extrêmement vénère, ça laisse des traces. Amy Madigan, elle, a toujours un peu évité le problème d'être la femme de. D'ailleurs, avant même de préparer ce podcast, même si je la connaissais elle, j'ignorais que c'était la femme d'Ed Harris. Ce qui est assez drôle puisque quand vous regardez la filmographie, certains éléments laissent à penser que oui, effectivement, ils jouent ensemble. Et nous allons y revenir tout de suite. On remarquerait également que cet épisode est le premier dédié à une actrice. C'était peut-être un reproche qu'on pouvait me faire, à savoir que jusqu'ici, je n'avais pas pris d'actrice comme principal sujet. Et la raison est toute simple, en fait, c'est que je cherchais un peu à reproduire la disparité qui existe à Hollywood entre les rôles pour hommes et les rôles pour femmes. À savoir que, grosso merdo, pour 10 acteurs, 7 sont des hommes et 3 sont des femmes. Et je parle en tout cas d'acteurs rémunérés, sans aller jusqu'à parler du gap qui existe au niveau de la différence de paye entre les hommes et les femmes. Même des grandes stars comme Amy Adams, qui sont quand même assez reconnues, ont avoué que sur certains tournages, notamment c'était American Hustle, il me semble, le film de David O. Russell, elle avait touché beaucoup moins que ses comparses masculins. Et à quelques exceptions comme Paul Newman ou Benedict Cumberbatch, il y a peu d'acteurs mâles en fait ont tendance à pointer du doigt les disparités qui existent. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours, on connaît son salaire, on ne sait pas forcément que ses collègues féminins gagnent moins que nous. En tout cas, j'espère, dans le domaine dans lequel vous travaillez, que les disparités ne sont pas aussi probantes que celles qui peuvent exister à Hollywood. À cela s'ajoute bien sûr l'agisme terrible qui fait qu'une actrice passée, allez, je vais être sympathique, d'après les statistiques des études sur les femmes et Hollywood, notamment un lobby qui a été lancé par Gina Davis, qui, même si disons que sa carrière a un peu descendu, a le mérite de faire remonter certains éléments par rapport à ces disparités, a pointé du doigt le fait que, par exemple, en 2021, les femmes ont tendance à apparaître à l'écran jusqu'à ce qu'ils aient 34 ans, puis après, il y a une disparition quasiment de leur grand rôle ou de rôles assez importants. Et il faut vraiment se battre, pour nombre d'entre elles, pour garder une présence à l'écran, et surtout se faire proposer des rôles intéressants qui soient autre chose que des marâtres ou des belles-mères sans foi ni loi, comme on a pu en voir beaucoup. C'était Meryl Streep qui un peu avait tapé du poing sur la table à l'époque en disant passé la cinquantaine, on ne propose que des rôles de gargouille. Ce qui est assez brutal, mais rejoint un peu l'idée qu'on peut se faire de cette espèce d'aspect dégueulasse d'Hollywood, alors que bon, en France c'est aussi le cas, j'espère un peu moins. Après, comme je disais, je suis pas un grand expert sur les films français, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'une actrice a réussi à établir un peu sa niche, elle a un peu plus de poids. Enfin, après, c'est pas forcément vrai, parce qu'il y a beaucoup d'actrices qui, passées la trentaine aussi en France, disparaissent. Et à l'inverse, on a des cas un peu dégueulasses, où on mettait, en espérant que ça ait changé un peu, mais on a tous l'exemple de Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, où elle était beaucoup plus jeune que lui, quoi. Il y avait les gaps, en fait, entre l'homme assez âgé et la femme jeune, voire très jeune, ont tendance à être légion dans l'histoire d'Hollywood. Donc voilà, pour Second Couteau, j'avais cette intention aussi de passer à un épisode sur 5, donc grosso modo le 5e, le 10e, et ainsi de suite, sur un second couteau, ou en tout cas une actrice qui n'est pas aussi reconnue qu'elle devrait l'être. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'arrêter sur le cas de Madame Madigan, amie de son prénom. Née en 1950, à Chicago, elle, donc d'un père journaliste, comme je l'expliquais, et d'une mère passionnée de théâtre et actrice amatrice. Elle a fait des études un peu bizarres à Chicago en philosophie, tout en continuant à jouer du piano sur son temps libre, pour après l'université complètement partir sur la musique. Et elle a réussi pendant 10 ans, elle a un peu traversé le pays, notamment en jouant en tant que chanteuse dans un groupe qui s'appelait Jelly, comme la confiture, comme le jelly qu'on mange. Elle a d'ailleurs notamment
était sur la couverture de Playboy, je crois en 78, ou complètement nue mais complètement couverte de gelée de confiture pour faire la publicité de son groupe. Donc ça vous dit un peu le niveau qu'il devait y avoir à l'époque pour qu'une femme doive faire ça afin de faire la reconnaissance de son groupe de musique. Elle va vivre professionnellement de la musique pendant près de 10 ans, et à l'orée des années 80, elle est rattrapée par sa passion, parce qu'elle en a fait celle de sa mère, toute jeune, et parce qu'elle avait fait au lycée puis à l'université, du théâtre. Et elle va s'inscrire à la très grande université au cours de Lee Strasberg. Donc Lee Strasberg, l'un des fondateurs de l'Actors Studio, et père de la méthode, qui a engendré notamment nombre d'acteurs, Dustin Hoffman, De Niro, qui a commencé avec des gens, enfin Ike Kazan, on retombe sur Ike Kazan, on retombe sur Marlon Brando. Bon, Lee Strasberg était déjà assez vieux et avait laissé un petit peu à sa femme tout le travail en fait avec les élèves, mais Madigan va y rester 1 ou 2 ans avant de commencer pour faire carrière, partir à Los Angeles où elle était installée déjà depuis quelques années. Elle commence, en fait c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans la télévision, mais pas forcément dans quelques séries télé notamment. Elle commence par des soaps un peu dégueulasses, mais c'est quelqu'un qui va surtout travailler dans les films pour la télévision. Et c'est un élément sur lequel elle a toujours été extrêmement fidèle, qui va parsemer complètement sa carrière. Donc rarement en fait on la voit de temps en temps en tant que guest star, mais sur des séries télé au long terme parmi les acteurs principaux, mais souvent dans des téléfilms en fait, simplement, qui à l'époque sont beaucoup plus qualitatifs. En tout cas certains sont plus qualitatifs que d'autres, et on parle d'une époque, les années 80, bien avant HBO, où le téléfilm n'avait pas acquis ses lettres de noblesse. Toutefois, elle va avoir la chance, en fait, à chaque fois, de s'insérer sur des téléfilms qui sont soit dans le zeitgeist, donc dans l'air du temps, soit qui ont des sujets assez importants pour pouvoir être repérés par le public, donc en créant une audience forte ou de manière critique. Ce qui est assez rare, parce que on rappelle qu'à l'époque, la télévision, c'est quand même vu comme le bas du bas du bas. C'est quelque chose qui est amené à évoluer à l'orée des années 2000 avec HBO notamment, et aujourd'hui, puisque la mort du cinéma, disons, milieu de genre, donc en fait les budgets un peu intermédiaires, ont disparu au profit soit de budgets extrêmes vers le haut, donc les blockbusters, soit des budgets minimalistes. Et donc tous les gens qui formaient un peu le cœur des films, disons, moyen budget, vont disparaître pour se fondre à la télévision. Et quelque part, ironiquement, c'est pour ça que la télévision est aussi intéressante de nos jours, c'est parce que tous ces gens-là qui auraient œuvré dans le cinéma, n'ayant plus l'argent et les fonds et les possibilités de travailler dans le cinéma, ont décidé de passer dans la télé. Je sais pas si, en général, c'est plutôt à tout à leur honneur, mais voilà, ça change un peu les mœurs. Par contre, quand Madigan travaille dedans, c'est pas du tout le cas. Et pourtant, elle a la chance, en fait, de commencer quand certains gros téléfilms avec des budgets assez conséquents commencent à être mis en place. Le premier film qu'elle va faire, dans lequel elle va être reconnue, c'est un film qui s'appelle Love Child en 82 avec Beau Bridge, lui aussi un habitué un petit peu de la télévision, un gars qui a vraiment beaucoup œuvré, que vous avez vu dans toutes les séries télé jusqu'à sa mort. C'est un mec qui a cachetonné jusque dans les années 2010, qui raconte une histoire un peu bizarre, méconnue en fait, en tout cas aux États-Unis, pas forcément par nous, à savoir une jeune fille qui a été envoyée en prison à l'âge de 19 ans pour plusieurs années et qui est entrée dans une relation amoureuse avec l'un des gardes et est tombée enceinte. Et donc c'est un peu toute sa bataille pour garder le contrôle sur la vie de son enfant dans ce milieu carcéral. Donc bon, ça commence un petit peu avec les catfights, les trucs un peu mous du genou. Enfin, le film n'est pas génial en soi, mais il a le mérite en fait de faire apparaître Amy Madigan comme potentiellement une actrice de haute volée. D'ailleurs, elle va recevoir une nomination pour les Golden Globes en 82. Et c'est quelqu'un, en fait, faut aussi la décrire, c'est-à-dire que bon, maintenant elle est forcément plus âgée, mais elle a un look très plain Jane, en fait. Elle a un peu des taches de rousseur, elle est blonde, mais avec des cheveux, enfin, toujours un peu des cheveux un peu durs. Donc c'est vraiment pas du tout la blonde platine qu'on peut s'attendre, c'est plutôt blond vénitien. Et elle a une voix extrêmement enrouée, soit naturellement, soit par un usage abusif des cigarettes, qui lui donne en fait un côté quasi... Enfin, elle a toujours une sorte de sous-tendance masculine dans son jeu, et c'est vraiment intéressant, quoi, dans ce qu'elle peut apporter et dans les rôles qu'elle va développer. C'est pas du tout... Elle a pas forcément un profil de jeune première, et pourtant elle va, au tout début de sa carrière en tout cas, travailler sur ce rôle qui soulève une sensibilité de cette jeune fille retrouvée dans l'univers carcéral,
avec cette histoire d'amour un peu mielleuse. Très vite, elle va continuer sur des petits rôles à droite à gauche. Un qui me fait particulièrement délirer, moi, personnellement, c'est un film qui s'appelle Street of Fire, qui est sorti en 95, où elle commence justement à jouer sur cet aspect un peu, cette particularité entre le masculin et le féminin. Donc Street of Fire, c'est un film qui a été réalisé par l'immense Walter Hill, donc on ne présente plus vieux briscard du cinéma américain qui a produit les Aliens, et qui continue à produire les Aliens à l'âge de plus de 80 ans, qui a fait Les Guerriers de la Nuit, Southern Comfort, d'excellents films, toujours un peu des westerns décalés, soit dans un milieu urbain, soit dans un milieu, soit vraiment au fin fond de la Cambrousse. Southern Comfort, c'est l'un des films préférés, je crois, j'adore ce film, c'est situé dans les marais en Louisiane, il l'a fait un peu avant, et il a aussi produit, donc il a toujours eu du nez pour produire ou réaliser des films qui marchaient du feu de Dieu. Notamment, il a fait la série des 48 heures, avec Eddie Murphy et Nick Nolte qui lui a rapporté un paquet de pognon. Et donc juste après 48 heures, il se dit bah tiens, je vais faire un film que j'ai envie de faire le film que j'aurais pu voir quand j'étais jeune. Donc un truc un peu rockabilly, très rock'n'roll avec de l'action et toujours un peu le western. Et il sort ce truc qui est un film complètement taré qu'il a fait avec Joel Silver notamment en producteur, où ils ont construit une sorte de dôme au milieu de je sais pas où, complètement dans le noir pour plonger la ville dans le noir. Au lieu de faire une nuit américaine, tout le studio était dans le noir, et c'est une histoire complètement débile avec Michael Paré dans le rôle principal, qui est l'un des pires acteurs de la planète, où en grosso modo sa copine qui est chanteuse, qui est jouée par une toute jeune Diana Lane, se fait kidnapper par Willem Dafoe, qui lui est habillé comme un rocker des années 50, avec le blazer, avec la gommine dans les cheveux, et c'est l'histoire de donc Michael Paré qui essaie de récupérer sa copine, qui a été enlevée par Willem Dafoe. Il s'allie avec Rick Moranis, qui joue une sorte d'impresario complètement déluré. Enfin, le film n'a ni queue ni tête, il y a des bagarres dans tous les sens, c'est vraiment un film complètement barré, qui ne vous laissera pas indifférent si vous le voyez. Et dans ce film, c'est aussi l'un des rôles en fait où Amy Medgame a commencé à faire du cinéma, et au début on lui dit bah tu peux jouer si tu veux la sœur de Michael Paré, qui est la bonne petite sœur qui attend son frère qui revient de la guerre. Enfin c'est n'importe quoi cette histoire. Et on lui dit bah en fait non, il y a un autre rôle en fait ce rôle est pris, par contre on te propose le rôle de McCoy. Alors McCoy dans le script, alors je dis c'était un mec un peu gros, soldat qui revient de la guerre à moitié mécanicien, mais il devait genre avoir 40 ans. Et du coup, elle a dit bah ouais, pourquoi pas. Et Walter il dit je suis quand même un peu gêné parce que j'ai 25 ans, je suis censé jouer un mec à 40 balais, qui est un homme, qui est un gros costaud. Et puis Walter il a fait ouais non mais t'inquiète, ça va aller. Et donc tout le film, elle a ce rôle qui n'est pas fait pour elle, d'un vétéran de la guerre sévèrement burné, qui fait des remarques disons extrêmement poussées sur toute la gente féminine qu'il voit. Donc c'est assez rigolo parce que ça crée un rapport quasiment homosexuel entre elle et tous les personnages. Et surtout c'est une petite femme qui doit faire à peine 1m70, qui est toute fine et qui casse des gueules. Enfin c'est complètement débile. Moi j'éprouve un vrai bonheur à regarder ce film. À chaque fois, je l'ai vu plusieurs fois. Je sais que beaucoup de personnes n'apprécient pas autant ce film que moi. Bon, voilà, on peut être réceptif ou pas à un film. Toutefois, je vous recommande de le voir, ne serait-ce que pour le facteur complètement what the fuck-esque de Walter Hill, un mec de 50 ans qui dit moi je vais faire un film pour les jeunes, il va y avoir de l'action, il va y avoir du rock, ça va péter dans tous les sens. Et c'est vraiment un film qui ne laisse clairement pas indifférent et qui a eu au moins l'effet positif de lancer la carrière de Willem Dafoe et de Diane Lane. Donc tout n'est pas acheté dans Street of Fire. Vers la même époque, elle a des rôles quand même plus intéressants, non, aussi intéressants dans des registres assez différents. Notamment un film qui a eu un énorme succès aux États-Unis, qui s'appelle Les Moissons du Cœur. C'est Field of the Arts, c'est Places in the Art en anglais, qui en 85, je crois, met en avant Sally Fields. Donc, Sally Fields, qui était une actrice extrêmement reconnue à l'époque, notamment parce qu'elle avait joué dans La Nonne volante, qui était une série qui, comme son nom l'indique, prenait place avec une nonne qui volait. Je ne me demandez pas pourquoi. C'est un peu avant mon époque. Et donc, il rapproche, pendant l'époque du Dust Bowl, les difficultés d'une sorte de femme courage qui doit se battre pour garder sa ferme, alors que tout le monde se bat. Enfin voilà, c'est un peu une version grandiloquente des raisons de la colère si les mecs n'étaient pas partis du fin fond de l'Oklahoma.
C'est le type qui a réalisé Robert Burton, je crois, le gars qui avait réalisé Kramer contre Kramer, et je lui porte à défaut, même si j'aime bien Kramer contre Kramer, il a fait cette horrible adaptation de La Tâche, donc de Human Stain, qui est l'un des plus beaux romans de Philip Roth en 2003, avec pourtant l'immense Anthony Hopkins, Nicole Kidman et Ed Harris, tiens, qui était par là. Et j'avais trouvé que ce film était une merde sans nom, par rapport au bouquin qui est exceptionnel. Mais en tout cas, Places of the Earth n'était pas un mauvais film en soi, un peu surupeux, un peu mélodramatique, mais la période pouvait, le contexte est suffisamment intéressant et unique, surtout pour des Européens qui essaient de percevoir qu'est-ce que c'est d'être américain, qu'est-ce que c'est que l'Americana, qu'est-ce que c'est que cette période-là, qui est quand même assez... la Grande Dépression est assez incroyable, par son échelle et par son impact économique de l'époque. Et dans ce film, on va retrouver donc Amy Madigan qui va jouer une jeune institutrice qui va marier, qui va par les feux de la passion coucher avec le mari de l'actrice de Sally Fields, qui est joué par personne d'autre que Ed Harris. Et c'est là en fait où ils vont finir par établir une relation en tant que vraie personne, et ils vont se marier peu après. Donc et par la suite, leur carrière va être liée. C'est-à-dire que Ed Harris va avoir le bon goût de demander de temps en temps à sa femme si elle est intéressée pour jouer des rôles qui sont souvent plutôt secondaires dans ses films. Donc c'est pas du tout la relation que pouvait avoir par exemple Peter Bogdanov avec sa femme, où c'était une génie qu'il fallait placer sur tous ses films, et je crois qu'il était allé une fois voir Orson Welles au Mexique, et il l'a trouvé tellement insupportable qu'il a dit faut partir, monsieur. Mais bon, passons, voilà, c'est pas du tout, ils avaient une relation qui était beaucoup plus intéressante, puisque Amy Madigan, elle avait fait de la musique avant, elle avait quand même pas mal galéré, fait des trucs un peu différents, et Ed Harris, lui, il sortait vraiment au début, c'est un gars qui jouait essentiellement chez George Romero, qui a commencé par des tout petits éléments pour peu à peu monter sa carrière. Et donc, en fait, les rôles que Amy Madigan va avoir dans les films où est Ed Harris, même s'ils sont secondaires, c'est pas toujours la potiche, c'est pas la femme de, et en cela, je trouve que c'est plutôt sain et intéressant comme relation professionnelle que deux personnes mariées peuvent avoir. On va les retrouver très rapidement dans un film un peu bizarre qui a été fait par Louis Malle dans sa période américaine, qui s'appelait Alamo Bay, sorti à peine un an plus tard, qui raconte l'histoire d'une ville qui a été issue aux États-Unis, je crois que c'est une histoire vraie, pour accueillir en fait les réfugiés vietnamiens à la fin de la guerre du Vietnam. Donc c'est les Boat People. Et Ed Harris joue un mec, un vétéran de la guerre du Vietnam qui va péter un plomb quand il va voir ça, et il va commencer à s'allier avec le Ku Klux Klan pour bouter ces mecs hors de son pays, hors de sa ville, hors de son pays. Et Amy Madigan va jouer c'est son love interest, quoi. Donc, elle pousse la chansonnette aussi. C'est pas, je suis pas déjà Louis Malle, je suis très fan de ça pour l'échafaud, de Lucien Lacombe. Et voir les enfants, il a fait des trucs superbes. Mais je trouve que sa période américaine, il y a des films un peu trop arty-farty, comme c'est Black Moon. J'ai regardé le film, j'ai rien compris. Donc, et je sais pas, il a fait beaucoup de choses, des trucs bien, des trucs moins bien. Et ça, c'est clairement sur le côté moins bien, où le scénario est très attendu, et on n'a pas, malgré une performance d'Ed Harris qui est vraiment cool. Je n'ai jamais trouvé, même dans ses pires films, comme le truc avec Cuba Gooding, où Cuba Gooding joue un mec attardé mental, et Ed Harris joue le mec qu'il est, qui s'appelait Radio, je crois, en anglais, qui était une putain de grosse merde. Mais voilà, c'est jamais un mec... j'apprécie toujours quand je vois Ed Harris apparaître à l'écran, je me dis, bon, je vais pas trop me faire chier quand même. Et Amy Madigan, c'est un peu pareil, quoi. C'est bien parce qu'ils ont un peu la même philosophie en tant qu'acteur et actrice, où c'est toujours un plaisir de les voir, même pour des petits rôles. Par contre, elle a enfin un rôle après avoir fait ses bluettes, après avoir joué la femme d'eux, elle va avoir en 87 le rôle principal dans un film que je vous recommande à demi-mot, qui s'appelle Nowhere to Hide. Donc, Nowhere to Hide, c'est un film qui a été fait en 87 par un obscur réal italien qui a fait que de la télé sinon. Et ça se passe dans le Maine, ça se passe au Canada en fait, où Amy Madigan joue la femme, elle est militaire, une marine du Maine, qui est mariée avec un super sergent marine du Maine, ils ont un gamin, tout va bien. Mais genre, c'est l'experte, elle sait tout faire et tout. Quand ils font du paintball au début, l'intro, c'est toutes les squads fait du paintball au fin fond de la forêt, elle les nique tous, et après ils font bon allez, on va aller boire un verre. Et là ils prennent un hélicoptère
et il pose l'hélicoptère juste au niveau sur le parking, quoi, du bar où il y a tous les Marines, enfin, c'est n'importe quoi. Et il y a une grosse conspiration, parmi les Marines du Maine, enfin, ils sont tous pourris. Donc, il y a un gimmick, je vous passe les détails, où, en fait, elle a récupéré un morceau d'hélicoptère qui était tout pourri, qui a été cassé. Son mari s'aperçoit de ça, son mari est buté dans sa maison, sous les yeux livides de son gamin dans son lit qui est traumatisé, qui va foutre le MacGuffin dans son robot Transformers qui va se trimballer durant toute la putain de durée du film. Le gamin est atroce. Et ensuite, une course-poursuite entre Amy Madigan et tous les assassins dégueulasses. Et donc au début, on se fait un peu chier, enfin c'est assez naze. Mais alors à la fin, putain, la dernière demi-heure, elle est exceptionnelle. Franchement, déjà, quand j'ai vu l'affiche du film où on voit Amy Madigan qui tient d'une main son gamin et de l'autre elle a une putain de Kalachnikov, on se dit ça va chier. Et la fin, ça chie grave. Donc après moult péripéties, Amy Madigan, qui est, je rappelle, ce petit brin de femme d'un mètre 70, qui jusqu'ici n'a quasiment pas utilisé un flingue dans le film et sait rien faire, on a l'impression qu'elle passe son temps à hurler sur les militaires en disant « Mais je vous jure, il y a une conspiration, mon mari a été assassiné », tout le monde dit « Ouais, ta gueule ». Elle finit par aller trouver le pote du héros, enfin le pote de son mari, qui est un mec qui a fui la civilisation, qui est perdu au milieu de nulle part, et donc on retrouve au milieu de la forêt canadienne, il y a 2 Doberman qui commencent à hurler sur le gamin, et leur maître dit « Non mais arrêtez, revenez là », et forcément, le maître, le pote, c'est Michael Ironside, et là on se dit « Oh putain, c'est parti !» Et donc Michael Ironside, qui joue le mec à la cool, survivaliste, il a une maison, il a une cabane au-dessus d'une cascade, il a mis des bombes partout, il a 3 Kalachnikov dans sa maison, et là, et forcément, les méchants arrivent, et donc Amy Madigan et Ironside commencent à défoncer tout le monde. Lui, il a un arc à tension, enfin, c'est du grand bonheur, et à la fin, il fait péter le pont, forcément, qui connecte sa maison à la cascade, enfin, c'est n'importe quoi. Et le final, alors là, elle a vraiment un beau rôle. L'enfoiré de général qui l'a pourri, qui a tué son mari, commence à se barrer en bagnole, et qu'est-ce qu'elle fait pour elle? Donc, elle le suit pas en bagnole, c'est pas une course-poursuite, non, elle prend un putain d'hélicoptère, et elle commence à lui tirer des roquettes à la gueule. Donc là, au moins, le film s'arrête là-dessus. Donc là, je peux dire, j'en ai eu pour mon argent, parce que des fois, je regarde des films, je me dis, putain, ça va être dur, et là, au début, je fais, c'était quand même assez dur, et la fin, c'est exceptionnel, même si le film, j'ai trouvé en version dégueulasse, façon VHS de notre enfance. Donc ça, c'était vraiment que du bonheur. Et là, après ce rôle un peu couillu, elle en a plus vraiment eu, et tout de suite après, hop, elle tombe sur une bleuette qui a cartonné à mort, qui s'appelle Fields of Dreams, donc c'est là où nous mènent les rêves, avec une Kevin Costner en 89 et le regretté Ray Liotta. Donc c'est Kevin Costner qui joue un ancien hippie, fan de baseball, qui s'installe au fin fond des champs, je sais pas où, je crois que c'est l'Oklahoma, pour devenir paysan. Donc sa femme, ex-hippie babacool, c'est Amy Madigan, qui en fait un petit peu, comment dire, elle joue la bonne mère de famille, un peu délurée, un peu walou, genre ex-hippie, je me reconvertis. Et lui, en fait, il entend des voix. C'est-à-dire qu'il est dans son champ, et il entend une voix qui lui dit si tu le construis, ils viendront. Et donc, en fait, je sais pas, c'est Dieu qui lui parle ou un truc. Et donc, en fait, tout le film, c'est lui qui va construire un stade de baseball au milieu des champs de maïs. Et c'est un prop qui est encore, c'est un décor qui est encore utilisé, enfin, qui existe encore, en fait, dans la vraie vie. Et donc, il invoque l'esprit c'est un peu l'esprit des fantômes passés, quoi. Il invoque l'esprit de Ray Liotta, qui est Shoeless Jackson, un vieux mec qui a pas eu la carrière un grand joueur de baseball qui a pas eu la carrière attendue. Enfin, c'est gnangnan cucu, mais ça a permis à Madigan, et bon, Costner, il avait déjà fait des films sur le baseball, il était très établi. Mais ça permet à Madigan, en fait, de s'établir dans un rôle que je trouve assez triste, en fait, qui est celui de la femme, quoi. C'est-à-dire qu'on va la retrouver dans quelques films comme ça, où à chaque fois, enfin, elle a fait un film avec John Candy avant, où c'était un peu ça aussi, où à chaque fois, elle va jouer la femme de machin, et c'est un peu bon. Ok, d'accord, elle fait le job, c'est bien parce que ça lui permet, voilà, d'avoir son petit boulot, etc. Et à côté aussi, ça lui permet de faire du théâtre, parce qu'elle va se remettre à faire du théâtre à la fin des années 90 et jusqu'aux années 2000, notamment montant une pièce de Un très beau Nomade Désir. Ça tombe bien parce qu'elle a bossé avec Lee Strasberg. Mais bon, voilà, c'est un peu triste de l'avoir là-dedans, parce c'est quelqu'un qui a un vrai charisme, une vraie dynamique, et comme je disais, elle est partagée entre ce côté féminin et masculin qui lui donne un côté assez unique, et que j'apprécie énormément en tant que spectateur et aficionado de cinéma. On va la voir, donc à ce moment-là aussi, elle va enchaîner sur des téléfilms un peu plus costauds, notamment Roe vs Wade, qui est on est en plein dans le sujet, qui est une retransmission du fameux
qui a permis de légaliser l'avortement aux États-Unis. Donc elle partage l'affiche avec Holly Hunter, donc c'est un peu Holly Hunter à ce moment-là, c'est un peu la star qui monte. Elle va faire la leçon de piano à peine 2 ans plus tard. Donc Madigan a toujours ça aussi, c'est-à-dire que même si elle a en général un top billing, ou elle est assez élevée dans la chaîne du cast, elle le partage toujours avec des gens qui sont vraiment sur les feux de la rampe, et donc ça l'empêche, enfin ça lui offre des rôles assez standardisés, mais elle est jamais vraiment au milieu de l'affiche, à part quand elle fait des films un peu walou comme Nowhere to Hide et les premiers films qu'elle a fait. Pendant les années 90, elle va continuer sur un peu toujours ses rôles de femme éplorée, ou faire des trucs un peu moins pressants, moins visibles. Notamment, on la voit beaucoup en guest star sur un paquet de séries télé. Peut-être exception assez sympa, parce que ça nous renvoie sur Romero, c'est The Dark Half, donc La part des ténèbres, qui est une adaptation pas si connue, en fait, qui a vraiment floppé d'un des romans de Stephen King. Donc c'était en fait Romero et King voulaient vraiment travailler ensemble après Creepshow. Mais mais Romero voulait faire une adaptation film de bouquin, plutôt qu'un truc un peu unique et original, une collaboration un peu différente, une adaptation. Et il s'est retrouvé donc avec Timothy Hutton, qui joue ce gars, qui est pas schizophrénique, mais en grosso modo c'est un écrivain qui écrit sous son nom de plume, sur un pseudonyme. Et en fait son pseudonyme prend vie. Son pseudonyme, c'est une sorte de psychopathe, moitié rockabilly, moitié assassin, cool, charismatique. Et c'est Timothy Hutton qui était le mec qui a eu l'Oscar le plus jeune, je crois, dans toute l'histoire d'Hollywood dans les années 80, qui se retrouve en fait à jouer le rôle principal. Et le problème, en fait, c'est que même si c'est pas un mauvais acteur, même s'il a complètement disparu, enfin maintenant il fait quasiment plus rien, je crois, il a des petits rôles à droite à gauche, il était un peu égocentrique, le garçon. Et il a demandé notamment à Romero d'avoir 2 trailers, en fait, donc 2 caravanes, une pour le Stark, donc le méchant antagoniste qui jouait, et une pour son bon rôle de père de famille. Et donc Romero venant du cinéma indépendant, il a fait un peu la gueule, quoi, en se retrouvant face à ça. Et ce qui est bien, c'est que Madigan a quand même une existence dans ce film, puisque, encore une fois, elle joue la femme. Donc elle joue la femme compréhensive de ce mec qui commence à péter les plombs, qu'on accuse, parce que forcément le doppelganger a les mêmes empreintes. Donc on accuse le pauvre petit écrivain qui n'est pas alcoolique, mais quasiment, enfin voilà, c'est Stephen King, toujours un peu sur le même registre, d'assassinat. Et en fait, elle le supporte, elle l'aide, et ça c'est vraiment le truc qui était pas mal, en fait, que je regardais en regardant un peu sa performance, c'est-à-dire que, comme tout le monde, en fait, comme tous les gens qui l'entourent, dont le shérif, qui est joué par Michael Rooker, forcément, elle doute peu à peu de son mari, mais elle, ça arrive à un niveau, en fait, parce qu'en fait, ils ont des gamins qui sont des jumeaux, des petits bébés. Elle est tout le temps en fait en tension extrême, et plus ça avance, en fait, plus elle-même est au bord du pétage de câble, et c'est uniquement quand elle est mise face à la présence physique du doppelganger, donc de Stark, qu'elle accepte la présence de son mari. Et puis elle a un rôle assez cool à la fin, parce que justement, enfin il y a une sorte de cliffhanger, enfin il y a le duel à la fin, en fait, entre les 2 mecs commencent à écrire. C'est pas mal parce qu'en fait ils écrivent et ils s'effacent l'un l'autre, en fait. C'est-à-dire que quand le vrai Timothy Hutton écrit sur Stark, donc le méchant, il peut le faire effacer. Mais en fait, au début, Stark sait pas écrire, il se met à écrire et il commence à effacer, en fait, par le pouvoir des mots, son doppelganger. Enfin, le vrai Timothy Hutton. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il y a une scène un peu badass où, grosso modo, Amy Madigan est ligotée et tout dans la maison, dans la pièce principale, et puis elle arrive à défaire ses liens pour arriver, pour éclater la gueule à Stark. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit moment. On se dit, putain, quand même, Romero, il est sympa, quoi. Il file quand même un petit rôle sympathique. Voilà, c'est pas juste la Moselle en détresse ou la bonne femme d'eux. Ça m'a fait assez plaisir, je dois l'avouer. Mais moi, j'ai oublié pour l'instant de vous parler un peu du rôle qui m'a fait découvrir Amy Madigan, parce que tous ces films-là, je les ai vus plus tard, quand j'étais plus âgé, ou au détour de streaming et de films, disons, découverts un peu comme ça. Moi, je l'ai découvert dans une série qui m'avait bouleversé quand j'étais plus jeune. C'est passé sur Canal Jimmy à l'époque. Et je me rappelle, j'avais vu les premières images dans un bouquin qui s'appelle Wizard. Donc Wizard, c'était une revue de comics américains qui traitait aussi de pop culture, qu'on achetait pour avoir un peu savoir ce qu'allait sortir en bande dessinée américaine dans les années 90, début 2000. Mon frère étant un gros féru de comic book, notamment Image et toute cette époque bénie, des gros trucs débiles à la Spawn. Il y avait en fait des images sur qu'est-ce qu'allait sortir en série télé, et il y avait Carnival, donc la caravane de l'étrange, avec une image de Patrick Beauchot, donc le gars qui joue Sidney dans Le Caméléon,
Et moi, grand fan du Caméléon, je me dis, putain, tout c'est cool, il y a une série avec Sidney, ça va être génial. Et je regarde le truc, et bon, il avait un petit rôle, mais c'était une série absolument incroyable dans laquelle vous avez... c'est l'éternel recommencement, en fait, entre les forces du bien et les forces du mal. Donc l'idée, c'est qu'il y a une sorte d'élu du bien, une sorte d'élu du mal, et ils ont tous les deux des pouvoirs qui ont un coup, et ils s'affrontent, en fait, il y a une sorte d'affrontement... Enfin, la série est un affrontement larvé qui va perdurer, et qui prend place, encore une fois, durant la période du Dust Bowl, donc la période de la Grande Dépression. Et donc d'un côté, vous avez cette troupe de carnaval qui est menée par Michael G. Anderson, donc le nain de Twin Peaks, et un mystérieux commanditaire qu'on voit jamais, donc qui tape la direction, avec divers personnages un peu lunaires, notamment Patrick Beauchot qui est un devin, il y a une femme à barbe, il y a un homme serpent, enfin c'est vraiment la totale. Et il recueille un jeune garçon qui est joué par Nick Stahl, donc qui maintenant a complètement flingué sa carrière, parce que je crois qu'il était... Enfin, c'est un mec, il a disparu dans le désert, enfin, pendant plusieurs mois, on l'a jamais revu, puis il est revenu, il a été en rehab, enfin, c'était assez dur. Mais dans la série, il est très très bien, et c'est un peu le... Enfin, il commence, il a tout pour... C'est un mec horrible, en fait, grosso modo, sa mère est morte, il est au fin fond de la dèche, c'est un va-nu-pied, on a l'impression que c'est le mec qui va être l'élu du mal. Et à côté, vous avez à San Francisco, il y a un prêtre qui est joué par Clancy Brown, l'immense Clancy Brown, le frère Crow, et sa sœur, Iris Crow, qui est jouée par Amy Madigan. Et donc ce prêcheur et cette sœur, en fait, parce qu'ils sont frères et sœurs, mais en fait, ils ont tous les deux été élevés pour devenir des bons petits... Enfin, un prêtre et une nonne, en fait, essayent tant bien que mal de sauver leur paroisse à cette époque dégénérée, et d'aider la communauté, pendant que tout le monde crève de faim. Et en fait, plus ça avance, ce qui est terrible, c'est que cette série, au tout début, en fait, on pense c'est plutôt des gentils, quoi. Enfin, si vous avez vu Highlander, vous savez que c'est le Kurgan. Mais ils essayent, et puis en fait, voilà, Clancy Brown, c'est l'élu du mal, et donc il va accepter peu à peu sa destinée, et ça monte toujours sur le tragique. Et non seulement c'est une série qui est exceptionnelle, que je vous recommande de voir, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de voir cette fresque de 2 saisons qui a été annulée abruptement, et c'est vraiment une tragédie, selon moi. Mais le rôle d'Amy Madigan est intéressant, parce qu'en fait, elle le joue justement sur un mode où elle est obligée non seulement donc de réfréner sa sexualité, puisque c'est censé être un peu la bonne sœur. Elle est aussi en même temps Lady Macbeth, puisqu'elle pousse au crime. On s'aperçoit de plus en plus Clancy Brown, donc, qui est le prêtre, le frère Crow, à aller de l'avant, d'accepter, d'embrasser cette espèce de destinée terrible qu'il est d'être une sorte d'antéchrist. Et il y a ce côté délicieusement pervers de l'inceste qui est toujours présent, où des fois il l'observe sortant du bain. Enfin, c'est extrêmement poisseux et particulièrement déroutant pour une série HBO, c'est-à-dire que c'est pas aussi violent que du Soprano, c'est pas aussi politiquement engagé que sur écoute The Wire, mais ça, moi, c'est vraiment une série qui m'a extrêmement touché, en fait, on sait jamais sur quel pied danser, c'est-à-dire qu'on sait qui sont les gentils, théoriquement, on sait qui sont les méchants, théoriquement, mais on est incapable de prendre vraiment parti, quoi. On est c'est un peu comme si dans le Fléau de King, tout le monde était un peu en nuance de gris. Et je trouve que sa performance, qu'en fait elle était déjà dans la quarantaine, un peu âgée, c'est pas mal, parce que justement elle est entre ce moment où c'est la vieille fille et plutôt la matrone, et c'est vraiment assez chouette dans sa performance. Il y a pas mal de moments justement où elle joue Lady Macbeth, puisqu'on se dit qu'elle est là. Pendant beaucoup de temps, on se dit c'est un peu l'élément qui va policer, qui va aider Clancy Brown à rester du côté du bien, pour ne pas trouver un autre terme. En fait, elle agit comme un véritable pouce au crime, et on s'aperçoit très vite que c'est elle qui a, disons, parce que ce sont des orphelins russes, et c'est elle qui les a aidés à survivre en tuant quelqu'un quand c'était gamin. Donc et sa performance est tout en subtilité, elle est pas parce que bon, Clancy Brown jouant un prêtre et un évangéliste est obligé un peu des fois d'aller jusqu'à 11 et d'en faire beaucoup, mais ça, moi je lui donne le bon Dieu sans confession, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est Clancy Brown et il peut faire tout ce qu'il veut. Mais elle, justement, est toujours en retenue extrêmement très timorée, quasiment pain-bêche, et c'est vraiment très chouette de voir cette performance s'étaler sur 2 saisons, au fur et à mesure en fait, que les enjeux augmentent, et que la force, la destinée, quoi, simplement, des 2 personnages qui vont s'entrechoquer se rapprochent. Encore une fois, moi, c'est là où j'ai découvert, et je la connaissais pas du tout, et c'est après, en voyant Street of Fire, où j'étais là, mais putain, c'est la même actrice, c'est quand même fou, et puis après, tu fais, putain, c'est la femme de Daenerys, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et ouais, Daenerys, tu lui as proposé des rôles qui étaient assez chouettes, notamment, je pense,
dans Pollock. Donc Ed Harris c'est plutôt un fan d'art moderne. Enfin, voilà, c'est pas un couillon, et il a fait un film sur Jason Pollock, qui est pas forcément l'acteur, enfin comment dire, le peintre que je préfère et ma période préférée, et c'est souvent casse-gueule en plus quand des acteurs ou des réalisateurs essaient de faire des films sur des peintres ou des artistes. C'est un peu, enfin je me rappelle de celui sur Picasso, putain, avec Anthony Hopkins. Alors bon, autant c'est Anthony Hopkins, il pourrait tout jouer, mais bon, le film était un peu voilà, c'était un peu plan-plan, pas génial. Là, c'est pas mal. Il a fait un truc qui est pas dégueulasse, justement, en montrant que Pollock, c'est pas un mec super, qui était un peu intense. Et le truc cool, c'est qu'en fait, il a pas donné le rôle de la femme de Pollock à Amy Madigan, mais celui, en fait, de Peggy Guggenheim, qui était cette immense dame, donc, qui a donné son nom aux séries de musées d'art moderne que vous pouvez trouver à travers le monde. Toutes les fondations Guggenheim, qui sont des bâtiments, en général, absolument tombés par terre. Je vous conseille celui de Bilbao ou de New York, c'est incroyable. Et c'est vraiment chouette de le voir dans un rôle historique, mais toujours un peu en porte-à-faux, en fait, dans les confrontations avec son mari, quoi. Donc c'est beaucoup plus rigolo de voir ça, en se disant, c'est des gens qui sont mal dans la vraie vie, qui sont un peu toujours en opposition quand ils vont jouer ensemble dans les films. On va la revoir, donc voilà, c'est, comme je dis, à chaque fois que Ed Harris fait des films un peu confidentiels, hein, pas les gros blockbusters, c'est-à-dire que bon, ils n'ont pas été jusqu'à pousser les vis dans The Rock, que ce soit sa photo qui apparaisse sur son chevet, quand au début, là, il met son uniforme militaire, il va se reposer sur la tombe de sa femme, mais on la voit dans, je sais pas, par exemple, Gone Baby Gone. Gone Baby Gone, où Ed Harris joue un policier plus ou moins corrompu. C'est le spoil. Enfin, j'ai pas été transcendé par ce film. Et elle joue, en fait, il y a une gamine qui disparaît, et elle joue une ancienne prostituée qui est la tante, en fait, de la gamine qui a disparu, enfin, qui est la grande tante de la gamine qui a disparu, et donc qui va un peu cotiser et pousser tout le monde pour essayer de retrouver la gamine. Enfin, on la voit comme ça de temps en temps, et j'ai toujours beaucoup aimé, c'est que c'est vraiment un caractère acteur, quoi. C'est-à-dire qu'elle est là, elle joue son rôle, mais elle va jamais tenter, voilà, toutes les scènes dans Gone Baby Gone, dès qu'il y a Casey Affleck et Michelle Monaghan, elle va jamais chercher un petit peu à en faire des tonnes ou se tirer la couverture vers elle. Ça, c'est vraiment un truc que je lui reconnais, enfin, c'est vraiment une leçon d'humilité et de force chez souvent les gens que je présente dans ce podcast, mais en particulier pour elle, je trouve ça assez fort, parce que c'est quand même quelqu'un qui est marié avec, enfin, c'est un peu Madame à la ville, et elle refuse un peu cet aspect-là, elle refuse de se mettre en avant, et dès qu'il y a un acteur un peu plus imposant, ou disons cachetonneux, ou qui est censé être de premier plan, elle va pas hésiter, voilà, à lui laisser un petit peu un boulevard. Je pensais à ça parce qu'en fait, le dernier rôle où je l'ai vu récemment, c'est dans Antlers, qui est un petit film d'horreur. Ouais, c'est gentil. C'est un petit film gentil d'horreur, avec le Wendigo et machin. Ça se passe à la frontière avec le Canada, ça fait peur. Et il y a une scène de transformation absolument dégueulasse avec du cannibalisme. Et une des premières scènes du film, en fait, c'est donc Kerry Russell qui est alors, Kerry Russell qui est une prof, qui est une prof, alors qui est l'actrice principale du film. Ils ont chargé la mule, les enculés. Alors elle est alcoolique, c'est une ancienne alcoolique. Son père la battait. Enfin voilà, c'est la totale, quoi. On commence déjà, boum, c'est comme ça. Donc tu sais que ça va être l'héroïne du film d'horreur qui va devoir surmonter tous ses traumatismes afin de triompher de l'adversité. En l'occurrence, l'adversité, c'est Kukrapok, quoi. C'est le Wendigo de l'enfer qui est à moitié gnou, moitié cannibale. Bon bref, passons. Elle finit par l'empaler, hein, quand même. Donc elle est assez balèze. Elle se ressaisit assez vite de son alcoolisme et de toutes ses emmerdes. Et donc la première scène, c'est une prof de littérature, elle a les enfants en face d'elle, et puis elle dit, parlez-moi des mythologies, qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous faites. Et en fait, c'est pas mal parce que Madigan joue la proviseure, en fait, de l'école, et donc elle fait exactement comme une proviseure, rentrer dans la pièce, se mettre derrière, et se cacher, puis écouter un peu ce qui se passe. Et en fait, on la voit juste en 2-3 plans, et je trouve que c'est plutôt une belle métaphore, en fait, de sa carrière, telle qu'elle l'a accomplie, que ce soit dans Carnival, que ce soit dans Dark Half, tous les films, en fait, où elle joue un peu la femme dans ces éléments-là, parce qu'elle se met toujours en retrait, elle va jouer son rôle, elle va le jouer plutôt pas mal. Encore une fois, comme je dis, parce que cet aspect entre féminité, masculinité, ne serait-ce que par sa voix rappeuse, ressort. Et puis voilà, elle va laisser quand même tous les autres acteurs jouer, essayer de prendre le devant de la scène, et en fait, elle n'en a pas grand-chose à faire, quoi. Sa carrière, elle est établie, elle sait ce qu'elle fait, elle sait qui elle est, et ça lui va très bien. Et c'est plutôt une excellente qualité de nos jours où voilà, chaque acteur est censé être sur les feux de la rampe, chaque acteur est censé dire j'existe, regardez, je suis moi, regardez comment je suis fort, et ça coïncide aussi avec le fait qu'elle ait fait très peu de séries télé, mais enfin
peu de rôles principaux, mais essentiellement des guest stars. Et c'est vraiment là où Carnival, je vous dis encore une fois, c'est l'une des rares fois où elle a vraiment été à tous les épisodes, donc qui vaut le coup pour cette performance absolument dingue. Mais n'hésitez pas non plus à regarder Nowhere to Hide ou Street of Fire, qui sont des films des années 80 que je vous recommande chaleureusement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas, j'ai un email, c'est contact@secondcouteau, tout au pluriel.fr. J'ai un site internet aussi, qui est évidemment secondcouteau, tout au pluriel.fr. Je suis également sur iTunes, Apple Music maintenant ça s'appelle, donc n'hésitez pas à me laisser des critiques, des commentaires, et dernier et pas des moindres, sur Twitter, vous pouvez me retrouver @2couteaux au pluriel. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, si vous avez des envies, si vous avez des critiques, si vous aimeriez que j'ausculte la carrière de certains seconds couteaux, il n'y a qu'un pas, il suffit de me contacter, et je le ferai avec grand plaisir. Sachant que je tiens à vous remercier, puisque vous êtes plus d'une centaine à avoir écouté depuis que j'ai commencé ce podcast, donc ça fait même pas 2 mois, plus d'une centaine à avoir téléchargé, et à m'avoir écouté, en fait, à retracer la carrière de ces grands acteurs et actrices. Donc je vous en remercie du fond du cœur, et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. À plus tard. Universal Pictures présente l'événement cinématographique du nouveau millénaire. Regardez! Là-haut, dans le ciel! C'est un oiseau? C'est un avion? Je n'en suis pas sûr, mais je crois bien que c'est un écureuil volant. À bientôt, les amis! De Niro, Russo, Alexander, Moose et Squirrel. Les aventures de Rocky et Bullwinkle, la plus stupéfiante combinaison d'animation et de prise de vue réelle jamais vue sur grand écran. Comment s'appelait ce film, ce Roger Rabbit? La ferme! Celui-là n'a rien à voir! Vous aussi, vous croirez qu'un écureuil peut voler.